Bonjour à tous. Alors, effectivement, je suis vice-président aux technologies à la Régie d'assurance maladie. Et quand je dis Régie d'assurance maladie, je veux tout de suite adresser un mot à Mme Lagoutte. Je ne sais pas si elle m'entend. Je vous promets que la prochaine fois qu'on change la carte d'assurance maladie, on vous appelle avant. Ah. Par ailleurs, on est très content de savoir que vous utilisez le code à bord, parce qu'on l'a mis il y a peut-être 10 ans, puis on avait l'impression que personne l'utilisait. Fait que c'est pour nous aussi une belle nouvelle. Vous parlez de moi quelques instants. En fait, moi, je suis un pur produit des technologies de l'information. De mes études universitaires jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours travaillé en technologie de l'information. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui a une grande connaissance de la santé. Par contre, ça fait plus de 20 ans que je suis à la Régie d'assurance maladie et, en conséquence, j'ai quand même une bonne compréhension et non pas une connaissance de ce qui se passe en santé en général au Québec. L'an passé, j'avais été invité à peu près à la même date à venir faire la présentation. On avait hésité un peu, puis on avait trouvé qu'on n'était pas assez prêt pour faire la présentation sur le carnet santé qui était encore en construction. Donc, ce que je trouve intéressant de la faire cette année, c'est qu'il n'est pas en construction, il est en construction continue évidemment, mais aujourd'hui, c'est une réalité de tous les jours que les gens utilisent. On a plus de 300 000 personnes qui sont déjà inscrites. On prendra le temps de regarder ça tantôt un peu. Mais donc, je trouve ça particulièrement intéressant. Je vous remercie de m'avoir invité. Le plan de la présentation est très simple. C'est quelque chose qu'on a vécu au cours des 18-24 derniers mois. Donc, je vais vous raconter la façon dont ça s'est vécu. Et en vous racontant la façon dont ça s'est vécu, ça va vous permettre de comprendre les différents aléas auxquels on a été soumis. Oui, je vais me faire rappeler à l'ordre. Les différents aléas auxquels on a été soumis. Et on va avoir un moment où on va faire carrément une démonstration live du produit que Sylvie Landry, ici, va vous faire. En fait, le point de démarrage de tout ça, ça a été au printemps 2016. On comprend qu'à ce moment-là, le gouvernement a une volonté de faire du citoyen un partenaire et une partie prenante du système de santé. Puis, il veut l'outiller pour qu'il puisse être un acteur actif de sa santé. Et un des éléments, évidemment, ce n'est pas le seul, mais un des éléments pour ça, c'est qu'il dispose de ses propres informations de santé, du moins celles qu'on possède au gouvernement. Donc, la façon dont ça s'est passé, c'est qu'on a eu une rencontre avec le ministère de la Santé dans laquelle on a regardé différents produits qui existent, surtout aux États-Unis. Les assureurs aux États-Unis ont souvent un volet qui est ouvert vers les citoyens. Ça se fait aussi au Québec, mais aux États-Unis, c'est beaucoup plus répandu. Et suite après avoir regardé un peu tout ça, on nous a demandé à la Régie de livrer l'équivalent pour les Québécois, un produit gratuit, simple, ouvert au web, aux tablettes, et ça pour 2017. Fait que là, nous, on a dit « ouais, OK ». Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça avant. On a dit « ben écoute, on va repartir faire nos devoirs, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit, puis qu'on aura compris de quoi il s'agit, on va venir vous revoir, vous faire une proposition ». Alors, avoir su, on n'a peut-être pas comme ça qu'on l'aurait fait, mais on était parti en pensant que c'était relativement simple. Vous allez vous dire, pourquoi la Régie de l'assurance maladie? En fait, vous connaissez la Régie de l'assurance maladie parce que vous avez tous des cartes d'assurance maladie. Vous la connaissez parce que vous savez qu'elle rémunère les professionnels. Pour certains d'entre vous, vous la connaissez parce qu'on fait aussi ce qu'on appelle l'assurance médicaments pour environ la moitié des médicaments du Québec qui sont payés par l'État pour ceux qui n'ont pas d'assurance privée. Ça, c'est vrai jusqu'à l'an 2000 à peu près. Autour de l'an 2000, la Régie s'est vue confier une série d'autres responsabilités qui a commencé par des registres, donc le registre du cancer, le registre des traumatismes et quelques autres fichiers comme ça, dans lesquels on regroupait l'information dénominalisée pour permettre à des chercheurs de faire des travaux. Okay? Et c'est comme ça que la Régie est tranquillement rentrée dans la détention d'informations, non pas dans un continuum administratif, mais dans un continuum davantage clinique. Ce qui était un grand virage, c'est entre 2005 et 2010, la Régie s'est vu confier beaucoup de responsabilités à l'égard du dossier Santé Québec. Ce qu'on m'a dit, c'est que le dossier Santé Québec était connu de la plupart d'entre vous. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous le résumer très simplement. En fait, le dossier Santé Québec, c'est de permettre aux professionnels de la santé, dans un réseau sécurisé, de venir accéder à l'information qu'ils n'ont pas eux-mêmes produit et qu'on a globalisé dans un lieu unique qui est la Régie d'assurance maladie. Juste pour vous donner, à l'heure actuelle, je n'ai pas regardé avant de partir, mais on a des milliards de données, pas des millions, des milliards de données. Juste sur le médicament, je pense qu'on a 2 milliards de médicaments consommés au Québec depuis 5 ans.
Okay? Et on a la totalité des citoyens et des médicaments consommés. Donc, ça vous donne une idée de l'ampleur des données qu'on a. Donc, à partir de ces années-là, 2005 à 2010, la Régie s'est trouvée non seulement être un acteur qui détient de l'information pour des raisons administratives, mais aussi un acteur qui détient de l'information pour des raisons de continuum de soins cliniques. Et ça a changé beaucoup de perspectives pour nous à la Régie, bien entendu. Et c'est ce qui fait qu'on devient un acteur intéressant dans un dossier comme celui-là. Au cours des 2-3 dernières années, il y a quelques autres dossiers qui sont apparus, les directives médicales anticipées, le rendez-vous Santé Québec ou encore le guichet d'accès aux médecins de famille, où là, la Régie est entrée dans ce que moi j'appelle le clinico-administratif, c'est-à-dire que c'est dans un objet clinique, mais c'est des données administratives. Alors, tout ça combiné nous prédisposait à faire le carnet santé, puis ça vous donne en même temps une petite histoire de ce qui se passe à la Régie, voir qu'on est autre chose aussi qu'un assureur. À partir donc de tout ça, on est reparti faire nos devoirs dans nos bureaux et on a examiné un peu l'ensemble des choses. Oups. Excusez, j'oublie un peu le objectif du carnet. Donc, une fois qu'on a compris tout ça, l'objectif du carnet est assez simple. C'est de permettre aux usagers du système d'avoir un accès à leurs propres informations, évidemment, de pouvoir les partager au besoin, leur permettre de contribuer à la prise en charge en alimentant leur propre dossier, et évidemment, faciliter l'accès aux soins et aux services. N'ayez pas peur, je vais faire ça simplement. Après ça, on a regardé l'ensemble de ce qui se passe dans le réseau de la santé, l'ensemble des interactions entre les citoyens, les patients et le réseau. On s'est dit quelles sont les informations, les natures d'informations qui peuvent avoir un intérêt dans un contexte de carnet santé. Alors, on les a regroupés, on a regardé toutes les perspectives, on les a regroupés, nous, en 7 grandes catégories. En fait, c'est 6,5. Okay? La première, c'est toutes les données de santé proprement dit. Donc, les médicaments qu'ils consomment, les résultats de laboratoire, d'imagerie, mais aussi ceux qui se trouvent dans les différents établissements, donc les dossiers cliniques informatisés, donc les rapports de médecins qui sont là-dedans, les dossiers médico-électroniques dans les différents établissements privés, les sommaires d'hospitalisation et ainsi de suite. Donc, ça constitue un peu le cœur. Deuxième bloc, il faut que les gens puissent donner accès à leurs données à qui ils le désirent. Donc, il faut aussi qu'ils puissent gérer l'accès à leurs données, non pas vers les professionnels, mais vers d'autres personnes. Je pense, par exemple, vers un proche aidant. Quelqu'un qui est malade, qui a de plus en plus de difficultés et qui a un proche aidant, bien, ça permettrait au proche aidant d'aller voir ses données, évidemment, avec l'autorisation. Troisième bloc qu'on a identifié, c'est toute l'information, la prévention, la promotion. Okay? Pour l'instant, quand on fait des campagnes, on les fait souvent at large, okay? Et on a besoin de rejoindre des publics cibles beaucoup plus précis. Alors, ici, on va avoir les données démographiques, le sexe, l'âge, les lieux géographiques, etc. Puis, on va avoir aussi des données de conditions médicales. Donc, ça va nous permettre, avec un système comme ça, de venir donner les informations aux bonnes personnes. Je donne un exemple purement administratif, très RAMQ. Pour ce qui est de l'assurance médicaments, les jeunes qui quittent le nid familial doivent avoir une assurance médicaments à partir du moment où ils quittent le nid familial. Et nous, on fait des campagnes auprès des jeunes pour les rejoindre par rapport à ça. Souvent, on rejoint des jeunes qui sont déjà à la Régie avec une assurance médicaments. Donc là, ça nous permet de cibler beaucoup plus précisément et de faire des campagnes beaucoup plus pertinentes envers les gens et de ne pas déranger les gens pour rien. L'autogestion de la santé, j'en ai parlé déjà un petit peu d'entrée de jeu. Ce qu'on cherche à faire, c'est à permettre aux gens d'alimenter leur propre dossier de santé. On comprend que ce bloc-là ne sera pas transféré dans le dossier clinique du médecin, mais ça permet à la personne, par exemple, de suivre son diabète avec sa glycémie, okay? Et de l'inscrire régulièrement et à partir de là, quand il rencontre son médecin, avoir des données beaucoup plus pertinentes pour son médecin. Ça ne lui empêche pas de le montrer s'il va à son médecin, mais ce n'est pas l'objectif même de ce bloc-là. Et vous pouvez imaginer tous les autres usages par rapport à ça. Le 5e bloc, qui ne sera pas le premier qu'on va finaliser, c'est la communication entre l'usager du réseau et les intervenants. Donc, permettre, par exemple, d'avoir un échange électronique sécurisé et personnalisé entre un usager et son clinicien, l'infirmière, le préposé ou whatever. Dernier bloc, c'est faciliter l'accès aux services. Okay? Donc, les services cliniques, par exemple, avec des rendez-vous, et ainsi de suite, ou encore les services administratifs. Pour l'instant, encore un exemple que je prends à RAMQ,
Mais pour l'instant, si vous voulez renouveler votre carte d'assurance maladie, vous avez deux chemins. Vous allez à SAAC et vous la renouvelez en même temps que le permis de conduire, ou vous allez dans un CLSC. Okay? Ici, à partir du moment où j'ai mis en place cette solution-là, je pourrais imaginer facilement qu'on le fait électroniquement sans se déplacer, en prenant sa photo avec son appareil et ainsi de suite, et renouveler la carte d'assurance maladie sans être obligé de se déplacer. Donc, ça vous donne une perspective. Le 7e bloc, qui est la performance, en fait, les gens, au début, le voyaient comme la performance du réseau. Ce n'est pas ça du tout. C'est la performance de l'application qu'on leur donne. Donc, nous, on veut être en amélioration continue. Donc, on a ajouté un bloc pour que les gens puissent évaluer ce qu'on leur livre, nous donner la pertinence de ce qu'on leur livre, et ainsi de suite, pour être en amélioration continue. On comprend que l'enjeu est grand. La partie de droite, c'est pour montrer essentiellement la variété des endroits où se trouvent toutes ces informations-là. Donc, le nombre de sources différentes dans lesquelles il faut aller piger pour donner une vue intégrée de tout cela aux citoyens. On voit la complexité et l'hétérogénéité qu'il y a en arrière de ça. Donc, c'était quand on a sorti de cet exercice-là, on s'est dit « Wow, c'est pas juste une petite affaire à livrer, c'est un éléphant complet qu'on doit avaler d'une seule bouchée. » Donc, à partir de ce moment-là, on s'est dit « Avant de retourner voir le gouvernement, il faut avoir une stratégie qui fait qu'on va être capable de le faire. » Et on s'est inspiré de ce qui s'est fait à New York il y a quelques années. Le maire Bloomberg avait demandé à ses équipes, écoutez, moi, je veux être sur le numérique, je veux qu'on soit une ville numérique, proposez-moi des choses dont les citoyens ont besoin. Okay? Alors, les gens sont partis faire une analyse, un peu comme on a fait, les gens sont partis faire une analyse, et ils sont revenus en disant, voici les 12 éléments que la ville devrait faire, on a besoin de 3 ans pour les faire, on va livrer ça dans 3 ou 4 ans, je ne me souviens plus des délais. Le maire leur a répondu non. Je suis d'accord avec les 12, mais ça me prend quelque chose dans 2 mois. Et il y a eu un petit échange. Et au bout de l'échange, les gens ont dit bien, quand même, on n'a pas le choix, on va les faire un par un, puis on va en livrer une première. Ce qui est intéressant, c'est qu'au bout de 3 ans, ils en ont livré effectivement à peu près 12, 5 qui avaient imaginé dans la liste initiale et 7 qui n'avaient jamais imaginé. Parce qu'en réalité, c'est à partir du moment où tu es en contact avec le patient, en contact avec le citoyen, que tu commences à lui donner des données numériques, des informations numériques, et c'est avec son feedback que tu peux construire quelque chose de mieux. Alors, on a expliqué ça au gouvernement et on a dit, écoutez, nous, ce qu'on veut faire, c'est livrer cet éléphant-là, okay, mais on va le faire une patte à la fois. On va faire ça en 4 phases de 18 à 24 mois, qui sont autoportantes, qui donnent des résultats à chacune des phases, et on va définir la phase suivante seulement à la fin de la phase qui précède. Donc, on n'essaiera pas de s'inventer la solution sur 6 ans. On va livrer un bloc d'1 an et demi à 2 ans. Dans les derniers 6 mois, on va préparer le bloc suivant et ainsi de suite. C'est intéressant, à l'heure où j'en parle, on est en train de finir le premier bloc, en train de préparer le deuxième. Okay. On veut le faire aussi dans une perspective où on veut faire ce qui est peut-être de plus facile. Facile étant un terme un peu limité, mais donc se concentrer sur ce qui est faisable rapidement pour aller vers les éléments les plus complexes par la suite. Vous voyez aussi les enjeux, on parlait de services à valeur ajoutée, de capacité humaine, de complexité technologique. On aurait dû ajouter, et ça on ne l'avait pas anticipé, les enjeux législatifs et réglementaires. Je vous dirais que quand on parle de données en santé, là, ce n'est pas ça qui manque. On savait dès le départ qu'on aurait des enjeux. Premier enjeu, c'est l'adhésion des citoyens. Si ce qu'on livre ne parle pas aux citoyens, si ce qu'on livre, c'est une patente de fonctionnaires dans des bureaux, ça ne donne rien, puis on perd l'argent de tout le monde, on perd les énergies de tout le monde. Donc, il fallait s'assurer que ça corresponde aux attentes du citoyen. Et il faut comprendre que la Régie d'assurance maladie est en contact avec les citoyens pour leur donner une carte, pas pour gérer leur santé, les accompagner là-dedans. Donc, il fallait qu'on se développe une perspective du citoyen dans un regard RAMQ. Donc, c'était un de nos importants défis. Le deuxième, c'est l'adhésion, la collaboration des intervenants de santé. Cette solution-là est définitivement destinée aux citoyens. Mais le citoyen, ce n'est pas les gens de la RAMQ qui vont venir voir quand il y a un problème de santé ou quand ils voient quelque chose dans le carnet. C'est les intervenants de santé. Donc, il faut que les intervenants de santé soient dans un relatif confort, et j'insiste sur le mot relatif, sur un relatif confort par rapport à la solution qu'on propose. On comprend que cette solution-là vient, à terme, transformer de façon importante la dynamique entre le citoyen et le clinicien. Et ça, c'était peut-être le nerf de la guerre. J'en reparlerai un peu plus tard dans les premières rencontres qu'on a faites pour jaser du dossier. Pour ce qui est de la mise en œuvre, évidemment, on était limité par la capacité de l'organisation. On comprend que la RAMQ, c'est une bonne organisation, mais c'est quand même pas une très grosse organisation.
Donc, il fallait qu'on se développe des stratégies pour être capable de suivre le rythme et être à la hauteur des attentes. Il fallait aussi qu'on voit comment on a intégré des informations qui venaient de toutes sources. Donc, il y avait un grand, grand défi technologique aussi en arrière de tout ça. La stratégie qu'on a prise pour livrer ça, on comprend que notre première estimée, c'est qu'on avait arrivé ici, quand on a l'approbation du gouvernement, on était en février 2017. Donc, nous, quand on a présenté tout ça, on a dit oui, on va vous faire ça, mais pour 2018. Et le gouvernement nous a répondu non, c'est pour 2017 que vous devez livrer ça, pour décembre 2017. Donc, on avait essentiellement 10 mois pour réaliser 10 000 jours personne. Pour certaines organisations, c'est peut-être facile. Pour nous, il n'y avait personne qui tricotait chez nous en attendant une commande. Donc, on a dû prendre les bouchées doubles et prendre des stratégies particulières. C'est là que Sylvie, qui faisait autre chose dans l'organisation à la RAMQ, j'ai dit c'est probablement la meilleure gestionnaire pour livrer un dossier comme ça. On l'a sorti de ce qu'elle faisait. Elle était entièrement dédiée au projet. On a fait la même chose avec nos grands architectes. Évidemment, on s'est fait accompagner dans la réalisation par les firmes privées. Et on a jeté aux poubelles toutes nos vieilles méthodes. Les vieilles méthodes qu'on avait en cascade avec des dossiers, des ci, des ça. Puis on est passé dans un mode agile, je vous dirais presque du jour au lendemain. On avait une certaine expérience, mais pas à ce point-là. Donc, pour arriver à passer au travers de l'échéancier, on a pris la méthode agile puis pour les technologues connaissant la méthode agile, dans le fond, c'est que plutôt que de se définir un besoin et de cibler sur le besoin, on se définit un délai et un budget, souvent des cycles de 6 à 8 semaines, et on doit livrer quelque chose de pertinent dans ces cycles-là, et on fait ça à répétition, ce qui fait qu'on se centre sur l'essentiel. Ça a été très salvateur pour nous de prendre ça comme méthode. On comprend aussi qu'on a fait prioriser le projet dans l'organisation aux plus hautes instances. La stratégie de déploiement. Alors, la stratégie de déploiement, le premier élément, on s'est dit, on va commencer à développer la solution avant même d'avoir parlé à tout le monde. Si on attend d'avoir parlé et d'avoir convenu à tout le monde, on n'y arrivera pas. Donc, pendant qu'on développait la solution, on a rencontré les parties prenantes, des intervenants, des citoyens, on a travaillé beaucoup avec le CA3AP. D'une part, faire connaître le carnet, ses intentions, mais d'autre part, pour recueillir les préoccupations. Et je vous dirais, l'enjeu majeur, évidemment, il y en a beaucoup, mais celui qui parle le plus, c'est on avait d'un côté les cliniciens qui nous disaient il n'est pas question que les citoyens voient les données avant que je les voie, et je dois les autoriser pour qu'ils puissent les voir. Là, je n'étais pas tout à fait dans l'esprit de ce qu'on nous avait demandé. Et les groupes de citoyens qui disaient il n'est pas question que j'attende 1 minute, si vous avez les données, vous les donnez. Alors, vous comprenez que la RAMQ a les informations en temps réel. À partir du moment où un résultat de laboratoire sort d'un laboratoire, dans les 30 secondes qui suivent, moi, je les ai. Alors, il y a une longue négociation entre toutes les parties prenantes dans laquelle on est arrivé à la solution de 30 jours. Donc, entre le moment où l'information est produite et le moment où on la rend disponible aux citoyens dans le carnet, on a mis un délai de 30 jours. Ce délai est encore aujourd'hui contesté par tout le monde. Il n'y a personne qui est d'accord avec ce délai-là, et on a encore les deux mêmes tendances. Il y en a qui voudraient que ce soit beaucoup plus long, et il y en a qui considèrent que la donnée appartienne aux citoyens et que c'est le citoyen qui doit en disposer. Ce qu'on a fait dans le dossier à l'heure actuelle, on le gèle à 30 jours, on n'en parle plus, on attend encore plusieurs mois, puis dans plusieurs mois, on fera un post-mortem de tout ça. Okay? Si on se met à bouger là-dessus, on n'y arrivera pas. Et ça, c'est des éléments très structurants qu'on fait un dossier, d'amener de se camper sur quelque chose, de trouver un point d'équilibre et d'arrêter là-dessus. Autre élément dans la stratégie de déploiement, on a développé des personas, donc pour ceux qui sont plus dans les éléments médiatiques. Nous, si je ne me trompe pas, c'était Stéphanie, entre autres. On avait quelques personnes comme ça, qui est, par exemple, une mère de famille monoparentale avec 2 enfants qui a un problème de thyroïde, etc., etc. Je ne connais rien à la médecine comme telle. Donc, et on s'est posé la question, que telle éducation, ainsi de suite. On avait comme ça 7-8 personnages. Et avec ça, on était toujours en train de vérifier, est-ce que ce qu'on développe répond aux citoyens? Quand on a pensé qu'on n'était pas pire, on a fait une première série d'essais avec nos employés. On a demandé des volontaires. Évidemment, on en a eu plus de 200 qui ont levé la main. On dit là, ça fait beaucoup de volontaires. Mais ils sont venus tester l'application. Ils ont fait beaucoup de commentaires. On l'a amélioré à partir de là. Puis après ça, on a fait avec des citoyens. On a recueilli un certain nombre de citoyens dans de différents niveaux d'instruction, niveaux de maladie, etc. Et on a fait des essais avec eux aussi. Et c'est avec ça qu'on est arrivé à parfaire un peu la solution qu'on avait.
Je vous dirais, le dernier élément qui a été très salvateur, c'est qu'on s'est trouvé, donc, effectivement, 31 décembre 2017, avec une solution fonctionnelle qui permettait de donner les informations telles que prévues dans une première phase. Et on s'est dit, non, on ne peut pas y aller avec ça. Bien qu'on est sûr qu'on a fait quelque chose de bien, on n'est pas sûr que ça répond aux attentes. Donc, on a convaincu le gouvernement de faire un essai auprès de 100 000 personnes. Donc, on a envoyé une lettre personnalisée à chacun des 100 000 personnes. Donc, on a envoyé 100 000 lettres en demandant aux gens, on vous a ciblé pour être sur un projet pilote. On vous invite à vous inscrire au carnet. On espère avoir un taux de réponse de 5 à 10 okay? On a eu plus de 20 des gens, donc plus de 20 000 personnes qui se sont inscrits, et les commentaires qu'ils ont faits nous ont énormément aidés à parfaire la solution qui a été livrée au mois de mai. Pour continuer, tantôt, quand Sylvie est allée voir la fille de Stéphanie qui s'appelait Béatrice, on a juste vu ces informations générales. Le système est prévu qu'elle puisse aller voir l'ensemble de ces informations de santé. On a dû le désactiver parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas les cas de la DPJ. Il y a un certain nombre de cas faibles, mais très importants, de parents qui ont perdu leur droit parental sur leurs enfants. Nous, ce qu'on a à la Régie de l'assurance maladie, c'est tous les liens familiaux, mais on n'a pas forcément ces détails-là. Donc, on a retiré ces informations-là parce qu'on ne veut pas qu'un parent qui a perdu son droit parental puisse aller voir le prochain rendez-vous dans une clinique, aller voir son enfant à ce moment-là ou connaître les détails, etc. Notre intention, évidemment, dans les prochaines améliorations, c'est de créer un lien direct avec la DPJ et d'être capable d'avoir en temps réel ces cas-là et de pouvoir les traiter au fur et à mesure. Mais ça vous donne un exemple des obstacles qu'on a eus. Par contre, ça vous permet de voir que par cette application-là, on pourrait aussi permettre d'avoir accès aux prochains aidants qui, eux, vont pouvoir permettre d'aller de, entre guillemets, carnet à carnet. Okay? Donc, ça vous donne une idée sur quoi on va avancer. Il me reste 2-3 acétates. Pour nous, ce qui est essentiel, c'est l'expérience client là-dedans. Donc, notre souci est toujours un souci de faciliter l'appropriation de l'information par le citoyen. Sylvie en a beaucoup parlé, donc je ne reviendrai pas beaucoup là-dessus, mais beaucoup d'écoute par rapport à ça. L'autre élément, c'est d'ajouter des fonctionnalités en continu. On cherche à ajouter des fonctionnalités aux 6 à 8 semaines. Alors, je vous dirais, le 11 décembre, on va ajouter l'affichage des médicaments, mais par prescription plus que par le moment où vous allez le chercher à la pharmacie. C'est des choses que les gens nous ont demandé. On va aussi demander aux gens qui le veulent, évidemment, de donner leurs données de contact, que ce soit SMS ou courriel, pour qu'on ait d'autres moyens pour les prévenir qu'il y a eu des ajustements ou des changements à l'intérieur. Un nouveau résultat de laboratoire qui rentre, ça nous donne une opportunité de leur dire, regardez, allez voir dans votre carnet, vous avez un nouveau résultat, et ainsi de suite. Évidemment, quand on cherche l'amélioration, on regarde beaucoup interface, navigation et compréhension. C'est nos 3 soucis. Et ici, j'ouvrirai une parenthèse importante. Le carnet n'a pas pour objectif de faciliter la vie des gens du réseau de la santé ou encore des cliniciens. Ça ne veut pas dire qu'on cherche à la compliquer, là. Il ne faut pas faire le... Mais de temps en temps, on se fait demander, pouvez-vous mettre ça dans le carnet? Maintenant, on réfléchit, on dit oui, ça marcherait techniquement. Quel est l'avantage pour le citoyen? Puis d'un coup, il n'y a pas d'avantage pour les citoyens, l'avantage est pour le clinicien ou pour le réseau. On n'est pas contre. Mais nous, le financement qu'on a, les priorités qu'on a sont pour le citoyen. Alors, dans une certaine mesure, on va en prendre des choses comme ça, mais ce qu'on cherche, c'est ce qui a de la valeur ajoutée pour le citoyen et non pas pour le réseau. Évidemment, des fois, ça là pour le citoyen, ça le produit automatiquement en même temps pour le réseau, bien sûr. Vous vous demandez comment on fait pour sécuriser tout ça. C'est là que le bas blesse, c'est là qu'on perd beaucoup de gens. Je ne sais pas si vous avez vu dans les statistiques tantôt, il y a plus de 350 000 personnes qui ont demandé un code de sécurité. Il y en a 275 000 ou 290 000, au des chiffres, qui l'ont utilisé. Ce qu'on est obligé de faire, c'est qu'il faut qu'on soit sûr, le jour 1, d'être avec la bonne personne. Et pour ça, ce qu'ils font, ils vont sur le web, ils rendent leur numéro de carte d'assurance maladie, ils disent « Je veux un code de sécurité ». Nous, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on produit un code de sécurité qu'on leur envoie par envoi postal. Vous allez dire, on est un peu rétrograde par envoi postal. Au début, on a dit, c'est correct, vous pouvez nous appeler pendant le test avec 100 000 personnes. Ils pouvaient nous appeler, puis au téléphone, on est capable de faire une série de vérifications qui fait qu'on est absolument sûr d'être dans la bonne personne, et on retournait ça par SMS. Mais vous comprenez qu'avec 100 000 personnes, on est capable de le faire, mais avec 7 millions de personnes, on n'est pas capable de le faire. Donc, et pourquoi l'envoi postal? Parce que l'envoi postal, moi, j'ai déjà l'adresse de longue date. Je peux vérifier si l'adresse a été changée récemment. Donc, si le voisin essaye d'usurper votre adresse, bien,
je vais savoir que c'est récent. Là, je vais faire d'autres étapes. Et l'envoi postal, ce que la loi prescrit, c'est que si votre conjoint ou votre courrier, c'est un acte illégal. Okay? Alors, vous dites, je sais que ça se fait, mais de toute façon, la plupart du temps, les gens donnent aussi entre conjoints. Donc, c'est ce qui nous protège d'un point de vue législatif sur le premier code de sécurité. Et après ça, on rentre dans les mécaniques gouvernementales. J'avais une de mes obligations, c'est de m'insérer dans les patterns gouvernementaux. Et là, on parle de ClickSecure. On l'a bonifié. On a fait une vérification d'identité RAMQ qu'on a appelée. Il reste que c'est un processus qui est un peu lourd. C'est quelque chose qu'on va essayer de corriger dans le futur. Peut-être pas dans la prochaine année, mais un peu plus loin, on voudrait arriver à y faire la reconnaissance faciale parce qu'on a des photos de tout le monde, on a assez de précision. Donc, les gens avec leur cellulaire pourraient regarder, puis on sait, puis hop, puis on envoie le code de sécurité automatique et ainsi de suite. Un des enjeux qu'on s'est rendu compte, c'est qu'une très grande partie de notre clientèle utilise un ordinateur de table. C'est tout développé, ça vous le voyez sur notre table, mais c'est tout développé sur téléphone, tablette, etc. Mais comme c'est généralement des gens entre 50 et 75 ans qui utilisent l'application, parce qu'avant ça, on a peu de problèmes de santé, donc la reconnaissance faciale, c'est pour ça qu'on ne l'a pas priorisé, parce qu'on s'est dit, de toute façon, ces gens-là n'ont généralement pas ce qu'il faut pour qu'on soit capable de faire une reconnaissance faciale. C'est une idée le style d'enjeu avec lequel on est confronté quand on fait ça. Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Évidemment, on veut bonifier, ajuster les niveaux de service pour répondre à tous les besoins et aux attentes de la population. Pour l'instant, c'est un système qui est relativement stable. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'il va se nourrir dans d'autres systèmes, par exemple dans le dossier de santé, dans RVSQ, etc., qui, eux, ont des périodes d'arrêt aussi, des périodes de... Ce qui fait qu'il faut qu'on arrive non seulement à rendre le carnet très robuste, mais à rendre tous les systèmes contributeurs 24/7. Donc, en technologie, c'est comme pas simple à faire. On n'y arrivera pas du jour au lendemain, mais c'est dans nos ambitions pour faire en sorte que quelqu'un qui va dans son carnet à 2 heures du matin ait l'information puis qu'il ne se fasse pas dire le site est fermé ou cette partie-là du site est fermée. Dans les prochaines étapes, j'ai parlé de quelques-unes tantôt. Ce qui est déjà sur la planche à dessin, c'est l'inscription à une liste pour la chirurgie en attente. On s'est fait dire par à peu près tout le monde, le réseau en particulier, que les citoyens sont angoissés de ne pas savoir si on est sur une liste ou pas. Donc, on est en train de travailler à faire en sorte que les citoyens, si on est capable, d'ici le 31 mars, on le ferait, puissent voir « je suis sur une liste d'attente » ou pas. Ça ne donnera pas le délai, mais ça va donner au moins qu'il sait qu'il est inscrit sur une liste, depuis quelle date il est inscrit sur cette liste d'attente-là. C'est le genre de choses qu'on veut ajouter. Un autre élément qui est en discussion à l'heure actuelle, mais qui a une forte probabilité d'être ajouté, c'est de permettre de voir le coût du service rendu. Alors, il faut faire attention, ce qu'on a à la Régie de l'assurance maladie, c'est la rémunération à l'acte. Donc, vous allez voir un médecin et vous allez savoir combien le médecin a eu comme rémunération pour le traitement qu'il vous a fait. On n'a pas les infirmières, on n'a pas ce qui se passe en hôpital et ainsi de suite. C'est ces éléments-là essentiellement qu'on aurait. Si on regarde un petit peu plus loin, on regarde, ce qu'on nous demande beaucoup, c'est la vaccination, d'avoir les éléments de vaccination. Évidemment, d'ouvrir sur les enfants moins de 14 ans. Les proches aidants, c'est urgent. Ça n'arrête pas les demandes par rapport à ça, d'avoir la capacité de permettre à quelqu'un de déléguer son pouvoir à un tiers. Donc, même chose sur les gens en curatelle publique. Donc, c'est toutes des choses qui devraient être faites d'ici, pas la fin de l'année 2018, la fin de l'année 2019. Si on regarde encore un peu plus loin, on va vouloir ouvrir aussi tranquillement vers une intégration avec les données qui sont dans les dossiers médicaux en clinique et en hôpital. Donc, pour ça, on parle des DCI et des DME pour les habitués. Donc, on veut commencer à travailler, voir comment on pourrait faire en sorte que ces informations-là soient accessibles aux citoyens. Par ailleurs, on va chercher aussi à voir comment on peut s'intégrer avec des applications locales. C'est-à-dire qu'en réalité, notre objectif n'est pas d'avoir le monopole sur l'information puis de faire du carnet une gloire, mais de s'assurer que les citoyens aient l'information. Alors, on est en train de réfléchir à l'heure actuelle, voir comment est-ce qu'on pourrait permettre à des tiers, évidemment sécurisés et ainsi de suite, d'exploiter ces informations-là pour les donner d'une façon peut-être différente de la façon dont la régie la donne. Okay? Ou encore, quand il y a une application locale, par exemple d'un établissement de santé, interconnecter l'application locale avec cette solution-là. Je pense, par exemple, des fois en cancérologie, il y a des suivis assez serrés. Ici, ce qui est plaisant, c'est qu'on a identifié le citoyen avec assurance et on serait capable de faire des interactions entre ces différents éléments-là.
Ça fait à peu près le tour de ce que j'avais à vous présenter. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je suis prêt à les prendre au besoin. Ben, si c'est clair, je suis très heureux. Je voudrais juste, en finissant, savoir, parmi vous, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas abonnés au carnet et que cette présentation-là va tenter de s'abonner? Ah, quand même, on a convaincu quelques-uns. C'est pas pire. Bien, merci beaucoup.